Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwa ki ipandon. Bazali baje. Biso baje ya lelo soki to pamoni biso na place moko to bazana posa na biso bazalaka na bien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci de votre fidélité. Très ému de vous retrouver sur nos antennes show de jeunes. Nous sommes là pour répondre à vos différentes préoccupations partant de la jeunesse de la République démocratique du Congo avec ces thématiques de l'exécution de la peine de mort face à la sacralité de la vie humaine. C'est juste notre thématique de cette soirée. Et pour y faire, je ne suis pas seule. Je récite pour vous Maître Giresse Emery Kasaka. Il est auteur de plusieurs ouvrages, chercheur en droit pénal. C'est avec lui qu'on va juste échanger par rapport à cette thématique. J'ai dit bonjour et bienvenue à cette émission, Maître. Bonjour, madame la journaliste. Auteur de plusieurs ouvrages, vous êtes au moins chercheur en droit. Qui vous a inspiré ou bien quelle a été l'inspiration pour que vous soyez aujourd'hui auteur de 5 ouvrages, il faut le dire ainsi? Donc d'abord, je suis licencié en droit pour les termes moyens, pour acquérir d'autres qualités. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete depuis belle lurette et j'ai été de 2019 en 2022 assistant rattaché d'abord à madame la professeure Irénée Mvakangombu, puis à monsieur le professeur Simon Marcos Chimangantolo qui est décédé, et après j'ai arrêté l'assistanat. Je suis voué à l'encadrement des chercheurs et à l'écriture. C'est un peu ça la passion. On va parler moins sur la peine de mort face à la sacralité de la vie humaine en République démocratique du Congo. Mais avant d'abord d'entrer dans les profondeurs membres de notre fichier, lors des obsèques de Chéribin au Kenda, on avait suivi les réactions du cardinal Ambongo qui avait dit que la justice congolaise est-elle malade? Quel regard portez-vous partant de ces propos tenus? Pour la question, je vous en remercie. Monsieur le cardinal, c'est un prélat. Lorsqu'il tient les sermons, il a la liberté de penser. Et comme tout citoyen, il peut émettre un avis sur la manière dont fonctionnent les institutions publiques, éventuellement les pouvoirs judiciaires. Mais concernant la maladie du système judiciaire, je ne sais pas. La justice, c'est un service public. Pour lui répondre clairement comme un juriste aguerri, la justice, c'est un service public. Et en tant que tel, ça vise à assurer l'harmonie et l'ordre social dans toute la société. Pour que la justice soit rendue, il faut le concours de plusieurs organes. Et quand je parle des organes, je ne vois pas seulement les magistrats de la Cour constitutionnelle, parce que belle lurette, il y a eu élection et à laquelle tout le monde vraiment émet des avis contraires et tout le monde a des points de vue diversifiés. Mais la justice en République démocratique du Congo n'est pas aussi le fait que quelqu'un de l'opposition ou de la majorité doit être rendu pour qu'elle soit malade. Non. La justice implique à ce que beaucoup de gens participent pour un fruit au nom du peuple congolais, tel que la Constitution prévoit à l'article 149, que les cours et tribunaux rendent des jugements au nom du peuple congolais. Et ces derniers sont exécutés au nom du président de la République. Alors, pour que les fruits de ces juridictions-là soient rendus, il faut le concours de plusieurs individus. Notamment, nous voyons les services de grève, nous avons les avocats que je suis, nous participons comme des acteurs actifs et critiques de la justice. Nous avons les magistrats du parquet, nous avons tellement de gens qui doivent être là pour que le jugement ou l'arrêt que la cour ou le tribunal rendra soit le fruit de plusieurs apports. Partant de ce que vous venez juste d'évoquer, croyez-vous que la justice congolaise élève-t-elle la nation comme cela est prévu dans la Constitution? Oui, en effet, la justice congolaise élève la nation sans être fanatique.
Mais la justice, c'est l'œuvre humaine. Le professeur Akele Adaou en a autrefois épilogué. La justice, c'est une œuvre humaine. Et en tant que telle, elle n'atteint pas la perfection. Elle aspire à la perfection. Quand on condamne quelqu'un, on ne l'exclut pas parce qu'il est devenu antisocial. Non, c'est un citoyen qui doit perdre certaines libertés. Mais il ne perd pas le fait d'être citoyen parce qu'il a commis une infraction. Non. Si nous nous mettions dans la même hypothèse, nous commettrons aussi des mêmes actes. Parce que nous tous, nous avons des germes, nous avons des impulsions criminelles dans nous. Mais c'est que lorsqu'on rencontre une occasion, nous commettons des actes que beaucoup de gens pouvaient nous dire « Ah, mais ce n'est pas lui qui devait faire ces trucs ici, mais si vous vous mettez à sa place, vous commettrez la même chose. » Et que direz-vous alors, au-delà de regrets, s'il faut le dire ainsi, du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il regrette moins la justice congolaise face à tout ce qui se passe moins dans son pays? Merci beaucoup. Le président de la République, c'est les magistrats suprêmes, comme beaucoup de gens ont tendance à le dire. Et en tant que tel, il nomme les magistrats du parquet comme des sièges. Vous avez vécu l'année passée, il a nommé beaucoup de candidats magistrats dans des différents postes et d'autres même sont affectés, malgré les réservistes. Le président, lorsqu'il nomme les magistrats, ces derniers rendent des décisions qui doivent être exécutées en son nom. Mais lorsque la population qui incarne la souveraineté nationale et qui devient le dernier juge des gens envoyés pour les représenter, se plaint, lui, en tant que les garants de la nation, c'est lui qui incarne même notre souveraineté, se plaint aussi au travers de cette population. Lorsque nous passons dans diverses émissions, nous nous plaignons. Je vois beaucoup d'avocats passer par cette émission ici et qui se plaignent, autant que des citoyens se plaignent. C'est que le président de la République aussi se plaint au travers de ces gens-là. Parce que lui nous incarne. Il englobe toutes les tribus de la République démocratique du Congo et reste le symbole de cette unité-là. Il constate que dans le jugement ou dans les différentes procédures judiciaires, il y a des iniquités qui ne lui plaisent pas, il se plaint en tant que souverain. Merci beaucoup. On tourne la page sur la justice congolaise. De toute façon, on va tourner toujours la page parce que c'est les mêmes ouvrages ou même livres. Parlons de l'exécution de la peine de mort face à la sacralité de la vie humaine en République démocratique du Congo. C'est notre juste thématique de la soirée. Quelle lecture faire sur la peine de mort, Maître Giresse? Merci beaucoup. La peine de mort, depuis des temps immémoriaux, a toujours été présente dans différents pays, dans différentes coutumes. Elle a été considérée comme la clé de voûte de la répression et un moyen idéal pour mettre les délinquants hors d'état de nuire à vie. Et cette peine de mort, par définition, parce qu'il n'y a aucune définition authentique sur la question de la peine de mort, chaque auteur émet une définition doctrinale à sa manière. On dirait que la peine de mort est une sanction prévue par la loi et prononcée par les cours et tribunaux, consistant à priver un individu reconnu coupable la vie. Par là, nous retenons que pour qu'il y ait peine de mort, il faut que cette dernière soit d'abord prévue par la loi, la légalité de la peine. La peine est d'abord prévue par la loi. Et pour qu'elle soit exécutée, elle doit d'abord être prononcée par un tribunal régulièrement investi. Parce que la Constitution interdit qu'il y ait des tribunaux extraordinaires. Et ce tribunal qui condamne un individu lui laisse le temps d'exercer ses voies de recours. Lorsqu'il n'y a pas ces voies de recours, que l'individu pouvait être exécuté. Donc la peine de mort est exécutée pour priver à un individu la vie. Et que faut-il tenir alors de l'histoire de la peine de mort de toute façon? S'il faut retenir quelque chose partant de son histoire. S'il faut retenir quelque chose partant de l'histoire de la peine de mort, c'est que dans l'histoire de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général, la peine de mort a été existante. Bien que, avant, dans l'époque précoloniale, nous avons connu la tradition orale. Nous savons les défis de l'histoire. Avec la tradition orale, il y a eu beaucoup d'enjeux. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que la peine de mort a été existante dans l'histoire de la République démocratique du Congo et de l'Afrique entière.
et elle était appliquée pour des crimes graves, portant atteinte à l'ordre de la famille, notamment la parricide. Lorsqu'un enfant tue son père, lorsqu'un enfant tue sa mère, c'était des crimes graves. Vous vous en souviendrez avec l'histoire, les procès de Cicéron. La peine de mort était bel et bien prévue. Mais chez nous, on n'exécutait que pour des cas particuliers, tels que dont je venais de citer. Si vous suivez, vous téléchargez les rapports de l'Union africaine sur l'abolition de la peine de mort en Afrique, vous vous référiez à la page 21 et 22 sur la question dont je fais allusion. Alors, partant de tout ce que vous venez juste d'évoquer, quel est l'état de la législation congolaise sur la peine de mort? Merci beaucoup. La législation congolaise, depuis les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, la peine de mort a été consacrée à l'article 5 pour plusieurs infractions. Dans l'arsenal juridique congolais, la peine de mort figure comme la peine la plus grave de toutes les autres qui touche le corps de l'individu. Et elle figure dans plusieurs infractions. Je peux donner de manière illustrative certains exemples. L'assassinat, les meurtres, l'association des malfaiteurs, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes revus actuellement par la loi du 31 décembre 2015, où les auteurs passibles de ces crimes-là sont punis des morts. Voilà. Donc, l'arsenal juridique congolais consacre, que ce soit dans le code pénal militaire que dans le code pénal ordinaire, la peine la plus grave, qu'on appelle la peine de mort, elle est figurante, sauf en matière d'enfants, où la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant prévoit à l'article 9 l'abolition expresse de cette peine-là pour les enfants. Donc on n'applique pas la peine de mort, éventuellement la servitude pénale à perpétuité chez les mineurs en droit congolais. Voilà en quelque sorte l'état des lieux de et si le cas, quelle sera alors son utilité de toutes les façons, parce qu'il y a toujours des exceptions, on protège les enfants, tandis que les autres sont victimes de ça. Ne voyez-vous pas que les enfants aussi peuvent profiter de cette opportunité parce qu'ils n'ont pas quand même cette opportunité d'être condamnés à perpétuité face aux crimes qu'ils auront juste à poser demain ou bien le lendemain, à l'égard de leurs parents, à l'égard de leurs sœurs, grandes sœurs, ainsi de suite. Merci beaucoup. En droit pénal, on parle de la nécessité de la peine. Lorsque le législateur promulgue une loi, ça doit répondre à un événement passé pour réjouir l'avenir. Mais cette loi doit consister à répondre à un besoin utile à la population. Parce que la loi garde toujours ses caractères impersonnels. Aujourd'hui, si moi je commets un crime, demain vous pouvez le commettre. Autant que les gens qui sont des législateurs aujourd'hui, demain pouvez aussi se retrouver dans les mêmes champs. Voilà pourquoi je dirais quant à ça, la peine de mort a été consacrée avec une utilité. D'abord, à l'époque coloniale, elle était justifiée pour des raisons de stricte nécessité. Lorsque la coutume était atteinte et lorsque les crimes s'avéraient graves. J'ai parlé des parricides, j'ai parlé d'infanticide, j'ai parlé de trahison contre l'ethnie et autres. On parle aussi des bannissements. Mais lorsque l'homme blanc est venu, notamment la Belgique, elle nous a imposé la peine de mort comme une peine qui devait consister à écarter les citoyens non obéissants. Si vous vous référez à l'histoire, on vous parlera de la main coupée. L'histoire de la main coupée, on vous parlera des exécutions de beaucoup de Congolais qui ne voulaient pas obéir à l'altérité, ce que le professeur Raoul Kengeking a appelé la loi des autres. Parce que les Blancs nous ont apporté leur loi. Ils nous ont dit faites ça, alors que nous on avait aussi nos lois. Bien que ce n'était pas écrit, mais c'était nos mœurs et on les respectait comme telles. Alors cette peine de mort a été justifiée pour des raisons symboliques et pour des raisons aussi de défense sociale. Lorsque vous parlez de raisons symboliques et de défense sociale, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à la fonction de la peine de mort. Donc la peine doit remplir un but précis. Donc la peine de mort remplit la fonction symbolique. C'est-à-dire, lorsque l'audience se déroule, je vous fais retour à l'histoire passée du stade des martyrs où les amis ont manifesté, donc, disons, un groupe de jeunes qualifiés de malfaiteurs, association des malfaiteurs, lors de manifestations des musulmans, lors des ramadans, au niveau du stade des martyrs. Ils ont été condamnés à mort. Parce que cette infraction est punie de mort. Mais lorsque l'audience se déroule, la publicité des audiences est garantie par la Constitution.
lorsque nous passons des émissions, vous diffusez des émissions des procès. La population qui suit, et laquelle je considère comme les premiers juges, des juges qui nous jugent aussi, doit aussi se dire que non, moi je reçois une intimidation particulière parce que si je commets l'acte que l'autre a commis, je subirai les mêmes sorts. C'est la fonction symbolique qui crée en quelque sorte une similitude avec la fonction d'intimidation générale, quand on parle des fonctions de prévention générale. Donc, on intimide la population au travers les audiences, même au travers l'exécution, bien que les exécutions sont souvent secrètes de la peine de mort, mais ceux qui apprennent que quelqu'un qui a commis un tel fait punissable de mort a été exécuté, moi de ma part, si je commets tel autre, j'ai subirai les mêmes sorts. Il y a aussi des prendra des leçons. De toutes les façons pour ne pas aussi subir cette peine. Oui, bon, la peine de mort, lorsqu'elle est prononcée, on n'exécute pas tout à coup. Le ministère public, dans sa mission de veiller à l'exécution, ce n'est pas lui qui exécute, lui veille qu'à l'exécution. Mais l'individu ne doit pas encore être exécuté, alors que la Constitution prévoit l'article 87, une mesure de grâce. Donc l'individu doit introduire une requête en grâce devant le président de la République. Actuellement, notre président Félix Antoine Tshisekedi, qui a répondu à plusieurs mesures de grâce individuelles et collectives depuis 2019. Je prends l'exemple de l'ordonnance numéro 19/025 du 12 mars 2019 portant mesures individuelles de grâce où le président a fait gracier certains individus et d'autres. Il a prévu dans cette même ordonnance, quelqu'un pouvait les télécharger, que les personnes qui commettraient des infractions punissables et des morts ne sauraient bénéficier de la grâce. Et il enjoint à l'article 5 de l'ordonnance sous examen au ministre de la Justice d'exécuter cette ordonnance. Merci beaucoup. Alors, revenons sur la problématique de notre émission de ce soir. Quel regard portez-vous sur l'exécution de la peine de mort face à la sacralité de la vie humaine en République démocratique du Congo, Maître Jairès? Merci beaucoup. La peine de mort, bien que justifiée par certains auteurs congolais et étrangers, mais a longtemps été considérée comme une atteinte la plus grave à l'humanité. Parce que l'humanité, selon le professeur Akele Adaou, se conçoit par un seul individu. L'humanité n'est pas le fait que l'on tue beaucoup de gens. Et Maître Jacques Vergès le disait dans les procès de Klaus Barbie que l'humanité c'est dans vous. Je suis humain et rien de l'humain ne m'est étranger. Il l'a dit. Alors s'il faut se référer à ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo où les jeunes sont massacrés, les jeunes sont tués, la population congolaise, on ne cesse même de contrer le nombre de ceux qui tombent l'un après l'autre. Là, faut-il parler de la sacralité ou bien là, faut-il condamner directement comme étant vous êtes au moins, vous êtes le mieux placé à pouvoir nous expliquer par rapport à cette peine face à la sacralité plutôt de la vie humaine. J'aimerais partir de la manière suivante. Commencer d'abord par expliquer la sacralité de la vie humaine et la confronter avec la peine de mort qui est problème de notre émission ici. La Constitution du 18 février consacre à l'article 16 les principes selon lesquels la personne humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Lorsque vous conférez un caractère divin ou un caractère sacré à un individu qui est du reste les souverains originaires, parce que les pouvoirs, la souveraineté nationale, l'article 5 de la Constitution appartient au peuple. Ce même peuple-là aussi ne perd pas la citoyenneté parce qu'il commet une infraction. Nous sommes dans un état où les infractions sont justifiées par plusieurs facteurs. Bien qu'en droit pénal, les mobiles ou les raisons pour lesquelles vous commettez une infraction sont indifférentes au juge, mais nous devons en tenir en criminologie pour cerner quel est le message que l'infraction passe à la population. Sur le plan économique, l'infraction c'est un message qu'un individu passe, soit parce que la chose publique est mal gérée, soit parce qu'il n'y a pas la justice distributive, que les procès va se parler. Donc, certains se retrouvent alors que d'autres ne se retrouvent pas. Ça crée cette discrimination-là et que d'autres deviennent des koulouna qui commettent des actes pour vous donner un message que vous qui avez clôturé vos parcelles, vous qui vivez dans la luxure, nous autres ne bénéficions pas la même
faveur que vous. Et voilà, nous nous rébellons. Alors, cette personne-là qui est sacrée, la sacralité, Marcus Chimangantolo, les droits naturels comprennent 3 valeurs fondamentales. Nous avons la vie, la liberté et la responsabilité. La vie, c'est une valeur donnée par la nature que l'homme ne peut pas ôter. Dans Exode 20, verset 13, il est interdit de tuer. Parce que vous n'avez pas créé un individu, vous ne pouvez pas tuer. Quand vous tuez, vous devenez aussi les criminels par cette même arbitre, cette même, disons, arbitre que vous réalisez. Voilà pourquoi plusieurs auteurs ont combattu la peine de mort, notamment Robert Badinter et François Mitterrand dans les années 1981. Il a dit qu'on ne peut pas faire la similitude entre l'exécution de la peine de mort et la fonction d'intimidation. Oui, on peut beau exécuter les gens, mais est-ce que ça finirait pour autant la peine? Alors, au regard de tout ce que vous venez juste d'évoquer, que dire de moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo? Les moratoires sur la peine de mort. D'abord, les moratoires, c'est un terme juridique. C'est une décision qui consiste à suspendre l'exécution d'une mesure quelconque. Et dans le contexte de votre question, le moratoire a été décidé en 2003 par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais de l'époque, c'était l'ancien président de la République, sénateur Avidon Jeteleno, qui avait suspendu l'exécution de la peine de mort jusqu'à un délai. Mais le délai n'était pas déterminé. Arrivé en 2023 et la problématique actuelle, c'est que Madame le ministre de la Justice et Garde des Sceaux a instruit par la circulaire dont voici, parce que c'est une circulaire d'interprétation, ce n'est pas une circulaire contenant des prescriptions réglementaires. Okay. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça ne donne pas injonction d'exécuter la peine, mais ça informe seulement les magistrats du parquet, des parquets militaires et des parquets civils. Parce que lui, leur sert d'autorité disciplinaire, conformément à la loi organique par l'autorité disciplinaire, s'il vous plaît, l'autorité hiérarchique, parce que les procureurs sont placés sous l'autorité du ministre ayant la justice, selon la loi organique du 11 avril 2013. Okay. Et pour ce faire, il leur informait. J'ai souligné quelque part, vous pouvez faire une petite lecture. Ici, il dit, en vue de débarrasser l'armée de notre pays, en vue de débarrasser l'armée de notre pays des traînes, d'une part, et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes, d'autre part, le gouvernement de la République a décidé lors des 124 réunions ordinaires du Conseil des ministres du 9 février 2024 de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Moi, je me suis demandé, lorsque le gouvernement décide pour une urgence, la Constitution prévoit l'article 129, le gouvernement demande au Parlement. Le professeur Mbat avait introduit une proposition de loi consistant à abolir la peine de mort. Ça n'avait pas eu d'effet. Mais lorsque le gouvernement veut lever, par quelle voie ou par quel acte agit-il? Il y a une violation des droits, une violation de loi. Jusque-là, la peine de mort n'est pas encore exécutée. Parce que les magistrats du parquet, les juges, ce sont des légalistes. Ça, c'est une source matérielle du droit administratif. Ça ne fait qu'interpréter les articles passibles de mort. Donc, les infractions passibles de mort. Elle n'a fait qu'énumérer, notre madame le ministre, n'a fait qu'énumérer les articles où donc, les infractions sont pénissables de mort. Il n'y a pas l'exécution sur le plan pratique. Jusque-là, on ne peut pas encore exécuter quelqu'un sans que le président de la République n'ait répondu sur les recours en grâce. L'unique individu qui peut dire qu'exécuter le monsieur condamné, c'est le président de la République. Les recours en grâce est prévu dans la Constitution. Et ces recours relèvent du pouvoir qu'on appelle en droit administratif, on appelle ça les actes de gouvernement. Ça échappe au contrôle de la Cour constitutionnelle, même pour la constitutionnalité. Ça échappe aussi au Conseil d'État pour la légalité.
Lorsque le président décide de gracier quelqu'un, personne ne doit dire que non, pourquoi a décidé pour les années de connaître tout. Non, c'est discrétionnaire. Personne ne va contrôler. Il a fait des grâces à beaucoup de gens. Donc, même moi que voici, avant de m'exécuter, je dois d'abord me référer pour voir en grâce devant le président de la République. S'il ne répond pas à ma requête, alors, on doit procéder à l'exécution. Alors, quel parallélisme faut-il dresser de la peine de mort face aux droits de l'homme? Parce que il y a des fois quand on parle de la peine de mort, il y a certaines qui m'ont même écrit, est-ce qu'il faut-il ignorer le droit de l'homme? Les droits de l'homme congolais. D'ailleurs, la Constitution du 18 février 2006 est en quelque sorte dans la première partie la compilation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on a fait que paraphraser ces textes-là. Or, la plupart des valeurs prévues relèvent du droit naturel. Je suis intervenu sur ça quand j'ai évoqué la question de la vie. La vie nous vient des auspices. Aucun individu ne peut nous ôter la vie. En 1848, au mois de février, l'écrivain Victor Hugo s'est adressé à l'Assemblée nationale française pour leur dire qu'il y a 3 choses dont les législateurs ne pouvaient enlever à l'homme. Ce sont les 3 valeurs que j'ai dit. Nous avons la vie, la liberté, la responsabilité. Le professeur Akele, dans les projets de la réforme du Code pénal en 2008, publié aux éditions CEPAS, il a dit que la peine de mort, c'était une peine cruelle et inhumaine. Elle n'était pas motivée par des raisons scientifiques. Oui, certains disent que non, la peine de mort remplit des fonctions d'intimidation et la fonction éliminatrice parce qu'on élimine un individu. Mais lorsque vous éliminez un individu, c'est comme si vous vivez dans une source salée. Apparemment, vous encouragez ou soit vous soutenez ces des droits de l'homme. Je n'ai jamais été contre la peine de mort. Et je ne serai jamais... Je dirais, je n'ai jamais été pour la peine de mort. Ça, c'est mon point de vue et je le partage. La peine de mort, jusqu'à preuve de contraire, c'est une peine qui n'intimide pas. Parce que ce n'est pas parce que vous allez exécuter quelqu'un que les autres arrêteront de commettre les crimes. Émile Durkheim dit, là où il y a la société, il y a les infractions. C'est comme nous disons, là où il y a la société, il y a les droits. C'est inséparable. Les crimes sont des facteurs de croissance, ce sont des facteurs de santé publique. Les criminologues évoquent cela. On peut beau tuer. Les États-Unis conservent la peine de mort. La Chine et autres pays, nous conservons la peine de mort. Et c'est pour autant que les Koulounas ont arrêté de commettre des crimes. Non. Nous avons d'autres moyens thérapeutiques à lutter contre la peine de mort. D'autres ont suggéré, je prends l'exemple du professeur Manas Nkusu Kaleba, qui suggère qu'on remplace la peine de mort par la peine à perpétuité. Oui, le président de la République l'a fait en 2020. Le 30 2020, il a accordé ce qu'on appelle en droit commutation des peines. Il a changé la peine de mort en servitude pénale. Mais la peine doit s'amender. La rétribution, nous appelons en religion que bongo la motema. Vous devez d'abord accepter le mal et renoncer au dernier. Mais comment quelqu'un va bomber à renoncer à Bongwana? L'amendement. Comment quelqu'un qui est condamné à vie doit encore? Parce que l'amendement, ça s'est fait, ce sont ce qu'on appelle en droit pénal les effets différés. Parce qu'en droit pénal, nous avons des sanctions qui ont des effets immédiats et des sanctions qui ont des effets différés. Lorsque nous parlons des fonctions de la réinsertion de la peine, ce n'est pas automatique. C'est lorsque les citoyens vont un bon citoyen, vous allez vous dire que non, la peine est l'amendement. Voilà. Juste à la fin de cette émission, qui préconisez-vous comme étant résolution face à cette peine de mort à l'RDC? Pour remplacer la peine de mort par une autre peine, nous devons partir des aspirations axiologiques. Nous devons nous dire, si on devait remplacer la peine de mort par une autre peine, nous devons nous référer par exemple aux aspirations cliniques. Les gens qui ont tendance à commettre des crimes sous les impulsions de l'alcool, sous les impulsions de ceci, quels sont les moyens thérapeutiques à les soigner? Parce que les criminels, c'était malade. Il y a plusieurs thérapies qui peuvent consister à endiguer
la recrudescence de la peine de mort, la recrudescence plutôt des infractions punissables et des morts en République démocratique du Congo. Alors moi je conviendrais qu'on remplace même les condamnés à mort par les travails d'intérêt général. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous savez qu'on parle des gens qui vont à Kanyamaka ceci, mais ils vont dans la phase préjuridictionnelle sans qu'ils soient condamnés, ils sont encore innocents. Ils vont travailler sur contrat? Non. Ils vont travailler en étant condamnés? Non. La peine de travail comme une mesure n'est prévue en droit congolais que pour l'infraction de détournement des deniers publics. En droit de l'enfant, de la protection de l'enfant, c'est une mesure de déjudiciarisation prévue à l'article 8 et à l'article 135 de la loi portant protection de l'enfant. Chez nous, nous n'avons pas de peine de travail. Si vous faites travailler quelqu'un, au lieu qu'il soit privé de liberté, l'État gagne quelque chose. Et c'est quelque chose-là peut permettre à cet individu-là d'intégrer la société avec un moyen. Parce qu'il y a plusieurs causes économiques de la commission de plusieurs infractions en République démocratique du Congo. Même dans la Bible, David a demandé à Dieu, sinon la Congo le conduirait au mal. Mais combien de ces jeunes-là qui commettent des infractions ont un passé? Nous condamnons des gens sans tenir compte de leur personnalité. Un message d'interpellation à la jeunesse face à cette peine. Le message d'interpellation à la jeunesse congolaise, c'est que moi je suis jeune, jusque-là. Je suis jeune et la jeunesse n'est qu'un mot, comme le disait Maurice Duverger. Et la jeunesse n'est qu'un mot. La jeunesse, c'est une période où nous devons impressionner les gens qui ont été avant nous, que nous sommes prêts à les remplacer. Vouer au Koulouna, vouer à tout ça, ça nous rapporte quoi? Parce que le temps passe. Nous devons remplacer nos aïeux et assumer la responsabilité de ces pays. Nous ne devons pas l'assumer en étant soit dans la rébellion, comme le font d'autres, pour revenir, obtenir l'amnistie ou des mesures de grâce, réintégrer la politique pour proposer encore des peines de mort. Alors qu'à leur époque, ça n'avait pas été le cas. Que les jeunes qui sont dans ces actes-là, une prise de conscience au travers de l'émission, parce que c'est une émission éducative. Et ça sert d'information, qu'ils s'abstiennent parce qu'au moment où cette peine serait d'application, comme dans beaucoup de pays, ils perdront la vie. Merci. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée à cette émission de Jeune Maître Giresse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre attention, fidélité, attachement à l'émission Show de Jeunes. Suivez la rediffusion de cette émission le samedi. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de Show de Jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue,